Bonjour Dominique Carlac. Bonjour. Porte-parole du MEDEF. Nous allons bouger, déclare ce matin Elisabeth Borne, la Première ministre au JDD, à la veille du début de l'examen de la réforme des retraites dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans pourront finalement partir à 63 ans s'ils ont tout leur trimestre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? En fait, je ne saurais pas dire à ce stade si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on progresse sur l'idée de faire la réforme. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans la rue, il y a une idéologie qui est contre cette réforme. Et puis, quand on manipule les chiffres, on est bien obligé de faire quelque chose. Parce qu'en regardant vraiment les chiffres, il y a les 10 milliards de déficit annoncés, mais il y a surtout un budget qui représente 345 milliards. C'est en gros un quart de la dépense publique française. Donc 345 milliards, c'est pas juste 10 milliards de déficit, c'est quelque chose où il faut se poser la question légitimement de se dire... Pour l'ensemble des Français, comment on fait dans 5 ans, dans 10 ans pour assurer ce régime par répartition. Donc c'est opposition idéologie chiffres sur lesquels il faut peut-être faire un pas pour trouver des solutions pour ce qui se cache derrière la réforme, qui est, alors pour nous, l'emploi senior. On va y revenir, juste sur cette mesure, cette porte entrouverte par la Première ministre, ça coûterait, puisque donc ce serait un amendement à cette réforme, jusqu'à 1 milliard d'euros par an. Ça vide en partie la réforme de son contenu, si je vous suis, puisque vous dites qu'il faut faire des économies. En fait, il faut refondre le modèle économique de ces retraites dans l'idée de le préserver. Si on veut être sur la retraite par répartition dans 5 ans, dans 10 ans pour tous les Français, ce qu'on appelle une réforme juste, il faut revoir globalement le modèle et se dire démographiquement, ça ne peut pas tenir. Tous les ans, en fait, depuis 10 ans, on a pris 80 milliards de plus pour la dépense des Français. Et c'est normal parce qu'il y a de moins en moins de Français qui allouent une part de la retraite pour les générations suivantes. Donc quand vous prenez 80 milliards en 10 ans, vous dites combien on va prendre de plus les 10 ans qui suivent. Donc où est-ce qu'on trouve l'argent ? Et où est-ce qu'on trouve l'argent ? C'est probablement en cotisant un peu plus longtemps et en reculant l'âge de la retraite. Après, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est la justice eu égard à l'usure au travail pour différents métiers. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, mais pour bien comprendre, quand vous dites qu'il faut refondre le système pour bien assurer la pérennité de la répartition, vous voulez dire que cette réforme-là va pas assez loin, qu'il en faudra d'autres. Ce que disent déjà un peu les experts sociaux, Raymond Soubi, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dit il faudra de toute façon une autre réforme. En réalité, si vous lisez l'article de Madame Borne ce matin dans le JDD, elle annonce une clause de revoyure en 2027. Je pense que la clause de revoyure, c'est de se dire que de toute façon, dans les chiffres et dans la démographie, il y a un moment donné où on va se retrouver coincé. Parce que la réalité des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la retraite des fonctionnaires qui est déficitaire, on la paye par l'impôt. On paye tous les ans 57 milliards d'impôts pour financer une retraite qui est déficitaire. Donc de toute façon, à un moment donné, les milliards sont tels qu'il faudra revenir à la table des négociations. Alors pas tout de suite, mais dans 5 ans. Vous évoquiez il y a quelques instants la situation des seniors. Pour faire des économies, Elisabeth Borne propose de rendre obligatoire un index senior pour les entreprises de 50 salariés et plus. En gros, les entreprises qui ne maintiendraient pas les seniors dans l'emploi, ou qui ne mettraient pas en place de plan pour les maintenir dans l'emploi, seraient sanctionnées jusqu'à 1% de la masse salariale. Pourquoi est-ce que le MEDEF est contre ? Alors, on est contre le principe de l'index sanction sur brutalement le taux d'emploi senior dans les entreprises. Pourquoi ? Aujourd'hui, depuis plusieurs années, on doit faire des efforts sur l'emploi jeune. Donc une entreprise qui déciderait, moi je fais un effort sur le taux d'apprentis que je vais avoir dans mon entreprise. Mécaniquement, il se prendrait une mauvaise note. Donc l'index qui va comparer des entreprises entre elles, à dire moi je fais le choix plutôt d'embaucher des jeunes et je fais un grand plan jeune avec beaucoup d'apprentis, elle va se prendre une mauvaise note sur son index, une sanction financière alors qu'elle a tout fait pour un plan jeune. Et donc c'est l'emploi des jeunes qui va pâtir. Et donc c'est l'emploi des jeunes qui va pâtir, ou en tout cas l'entreprise qui va être sanctionnée parce qu'elle a fait le choix de dire moi je fais quelque chose pour les seniors. Donc nous on ne dit pas qu'on est contre fondamentalement l'index, mais on est contre l'indicateur qui a été choisi, qui est le taux d'emploi des seniors. Alors il faudrait quel indicateur ? En fait, il faudrait ce qui freine l'emploi des seniors. Donc par exemple, est-ce qu'on va aller sur le taux d'accès à de la formation pour les seniors? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pourquoi il y a moins de seniors, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, ils sont plus adaptés à des natures d'emploi dont ont besoin les entreprises. Si en revanche, on les forme et qu'on se dise, je forme les seniors, je fais un plan de formation qui amène tranquillement à la reconversion des seniors, à ce moment-là, on veut bien jouer sur, on dit, est-ce que tu as fait le nécessaire, toi, chef d'entreprise, pour pouvoir embaucher plus des seniors et les garder dans l'emploi, en fait. La droite voudrait aussi qu'on baisse les cotisations sur les
emplois des seniors. Alors là, on va sur le terrain de ce que nous, on a proposé au MEDEF, qui sont 3 types de mesures. Aujourd'hui, si on veut maintenir dans l'emploi senior, on pourrait cumuler des dispositifs qui existent, qui sont le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive. Ils ne sont pas suffisamment utilisés aujourd'hui. Ils ne sont pas suffisamment utilisés C'est trop compliqué. parce qu'ils ne sont pas connus. Ils sont connus ni des entreprises et chefs d'entreprise, et là, on a notre part de travail à faire, ni même des salariés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un salarié qui va arriver à 60 ou 61 dans certaines entreprises, il ne sait même pas que ça existe, le chef d'entreprise non plus, et parfois, il y a des salariés, ils ont envie de rester à 60 ans pour une question soit économique, soit sociale, ils ont envie de rester. Et ils ne connaissent pas ces dispositifs. Là, il faut vraiment, on est mauvais, et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et d'ailleurs, sur la retraite progressive, le texte prévoit de changer les règles en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut l'accord explicite de l'employeur pour faire de la retraite progressive. Demain, le salarié qui la réclame, s'il n'a pas de réponse argumentée de l'entreprise, eh bien, il a automatiquement droit à cette retraite progressive. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que ça s'accompagne d'une bonne pédagogie auprès des salariés et des entreprises. Dès lors que, en fait, un chef d'entreprise, aujourd'hui, son problème numéro 1, c'est l'énergie, mais son problème numéro 2, c'est l'emploi et le recrutement. Les seniors, c'est des gens qui sont professionnalisés, qui sont stabilisés dans l'emploi, donc on a intérêt à travailler là-dessus. Mais effectivement, si c'est accompagné d'une baisse de charge dans le cadre de dispositifs existants, cumul emploi-retraite, ça peut être de nature à satisfaire toutes les parties. Quel regard vous portez sur cette proposition de la CFDT, augmenter les cotisations pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu sur l'emploi des seniors? On va se retrouver exactement dans la même configuration que l'entreprise qui dit j'emploie pas assez de seniors, mais j'emploie plutôt des juniors. Je paye une taxe, ça n'a pas vraiment de sens de payer des taxes sur quelque chose où on va faire des efforts sur un autre bout de la démographie. Le gouvernement... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que payer des taxes par rapport à quelque chose qui n'existe pas dans l'entreprise, ça n'a jamais résolu le problème. C'est pas parce qu'on payera des taxes sur un faible taux d'emploi senior qu'on créera davantage d'emplois seniors. Est-ce qu'il faut interdire les plans de départ pour les seniors? C'est ce que voudrait faire Elisabeth Borne. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Encore une fois, les plans de départ, il y a 2 parties qui jouent. C'est-à-dire qu'il y a, dans les plans de départ, il y a les chefs d'entreprise et il y a les salariés eux-mêmes. Et c'est souvent un accord entre les 2 parties. D'ailleurs, est-ce qu'on peut garder tous les salariés jusqu'à 64 ans? Il y a quelques jours, sur ce même plateau, Thierry Marx, restaurateur, disait moi, je ne me vois pas avoir un serveur à 64 ans. Vous avez raison sur la question, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur les dispositifs liés à l'usure au travail. En fait, et ça, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il faut qu'on les travaille à échelle des branches. Si Thierry Marx il dit ça, c'est parce que dans sa branche, probablement qu'il y a une certaine usure au travail qui s'installe à partir d'un certain âge. Dans d'autres branches, dans la mienne par exemple, dans la branche du conseil, il y a des gens à 62 ans, ils n'ont pas cette usure que quelqu'un peut avoir. Vous demandez de pouvoir négocier, que ce soit dans les mains des partenaires sociaux? Dans les branches. En fait, nous, ce qu'on a proposé, c'est par branche ou par entreprise qu'on ait un suivi de l'usure au travail et que cette usure au travail soit validée par des visites médicales régulières et qu'on puisse se dire j'ai le droit à un départ anticipé dès lors que je constate que je suis plus usé qu'un autre travailleur, qu'un autre salarié dans une autre branche ou dans une autre entreprise. Dominique Carlac, porte-parole du MEDEF, vous restez avec nous. On s'interrompt juste le temps du fil info, 8h41. Voici Mathilde Romagnan. L'exécutif fait un pas vers les Républicains pour s'assurer les votes de la droite sur la réforme des retraites. Dans le JDD, la Première ministre Elisabeth Borne l'annonce. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans. C'était une des demandes de LR. Pékin se réserve le droit de répliquer après la destruction par les États-Unis du ballon chinois qui survolait le sol américain depuis plusieurs jours. Un ballon qualifié d'espion par Washington et abattu par un avion de chasse. Une marche blanche aujourd'hui à Épinal en hommage à Lucas à 14h. L'adolescent de 13 ans s'est suicidé dans les Vosges il y a près d'un mois, victime selon sa famille de harcèlement dans son collège à cause de son homosexualité. Rugby et le 15 de France commence aujourd'hui le tournoi des 6 nations en affrontant l'Italie. Les Bleus, tenants du titre, espèrent faire un grand chelem comme l'an dernier. Coup d'envoi à 16h à Rome. France Info. Le 8h30 France Info, Neila Latrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF. On est donc à la veille de l'arrivée de cette réforme des retraites dans l'hémicycle, à la veille aussi de nouvelles journées de mobilisation. Et enquête d'opinion après enquête d'opinion, on voit que
que le refus de cette réforme crante dans l'opinion. Est-ce que ça a changé le climat social en entreprise ? En fait, en réalité, dans les entreprises, il y a moins de conflictualité qu'avant. Et les préoccupations des salariés dans les entreprises, pour caricaturer un peu le propos, mais ça marque les auditeurs, c'est pas la fin de la carrière, c'est plutôt la fin du mois. Et le vrai sujet aujourd'hui, ça va être plutôt les négociations sur les salaires et sur le partage de la valeur. Donc, la préoccupation dans les entreprises, moi je discutais avec des salariés dans mon entreprise, ils sont pas forcément aussi, affûté sur la question des retraites. En revanche, il y a une grande attente sur le partage de la valeur et sur les salaires. C'est ce que dit presque Laurent Berger de la CFDT. Il dit qu'au-delà de la réforme des retraites, il y a une sorte de conflit du travail post-pandémique, que c'est la valeur travail, que c'est le rapport au travail qui est interrogé. C'est pas un conflit du travail, c'est un rapport au travail qui a changé. Il n'y a pas forcément de conflit. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez eu beaucoup d'autonomie, parce qu'il y a eu beaucoup de confinement, bien sûr, vous avez un rapport au travail qui est complètement différent parce que le travail est rentré dans la maison est rentrée dans le travail, donc vous avez un rapport au travail qui est différent. Ça pousse à la semaine de 4 jours, par exemple ? Je ne sais pas si c'est la semaine de 4 jours que souhaitent tous les salariés et tous les Français. C'est une des modalités d'organisation du travail qui existe déjà. Voilà. Est-ce que c'est le souhait de tous les Français ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a un problème de rémunération ? Laurent Berger dit, dans ce que lui, du coup, qualifie de conflit du travail, il dit à la question de la reconnaissance. Et la reconnaissance, en fait, la reconnaissance, c'est plein de choses. Il dit ça passe aussi par le salaire. Ça passe aussi par les salaires. Et d'ailleurs, les entreprises qui ont pu le faire, elles l'ont fait. Il y a eu des augmentations en 2022 qui avaient vraiment eu un effet rattrapage par rapport à la crise des 2 années précédentes. Le gouvernement voudrait mettre en place un dividende salarié, c'est-à-dire quand une entreprise verse un dividende à ses actionnaires, elle peut aussi verser une contribution aux salariés. Le MEDEF, pour l'instant, y est opposé. Pourquoi ? Alors d'abord, pour la confusion des termes, le dividende, c'est la rémunération du capital, c'est pas la rémunération du travail. Donc cette confusion fait que, par exemple, il y a beaucoup de chefs d'entreprise de PME ou de TPE qui, eux, se rémunèrent sur uniquement du dividende et ne se versent pas de salaire. Et ils ont le sentiment, et c'est une réalité, que c'est quand leur entreprise a du résultat qu'ils peuvent se rémunérer par le dividende. Donc introduire cette notion qui biaise un peu les choses, que le dividende salarié serait un droit, encore faut-il qu'il y ait dividende et qu'il y ait les résultats dans l'entreprise. Donc c'est comme s'il y avait une autre... en cas de dividende. Alors du coup, dès lors que c'est une contribution en cas de dividende, en fait, il existe déjà des dispositifs, la participation, l'intéressement. Ça existe déjà, c'est-à-dire que c'est un partage de la valeur qui est fondé sur l'entreprise a du résultat, elle en alloue une partie en participation ou en intéressement aux salariés. Il faut le rendre obligatoire. Là où le bas blesse, le rendre obligatoire quand on n'est pas sûr d'avoir des résultats sur plusieurs années, ça c'est un peu compliqué, parce que vous n'avez pas forcément une visibilité de dire à 3 ans, j'ai de résultats. Est-ce que je peux le garantir ? Il n'est pas certain que toutes les entreprises, vous prenez une pandémie, vous prenez une crise énergétique, vous n'êtes pas sûr d'avoir du résultat. Donc le rendre obligatoire, ça serait un leurre. Donc par contre, le rendre accessible à plus d'entreprises et à plus de salariés, c'est là-dessus que on est sur la table des négociations là-dessus. Et le désaccord dans les TPE et les PME en particulier. Et avec les syndicats, l'un des désaccords, puisqu'il y a une discussion qui a lieu en ce moment, qui aurait dû aboutir mardi, qui a été repoussée d'1 semaine. Tout à fait. Les syndicats disent, vous évoquiez la crise énergétique, justement, les entreprises, elles ont beaucoup été aidées. Pendant le Covid, pendant la crise énergétique, c'est normal qu'elles redistribuent un peu. Et heureusement qu'elles ont été aidées, parce qu'on nous annonçait un mur de faillite et un mur de chômage. On n'a pas eu ce mur de faillite ni ce mur de chômage. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour, l'économie France. Donc après, comment ça crée la valeur et comment on la partage ? Au moins, le bénéfice de cette négociation avec les partenaires sociaux, c'est qu'on a mis tout sur la table. Et tout sur la table, ça voulait dire montrer tout l'existant et voir là où ça n'allait pas. Et là où ça ne va pas, c'est que ça n'est pas forcément accessible et compris et mis en œuvre dans toutes les entreprises, notamment les PME. Alors nous, on a quelque chose qu'on aime bien, c'est la fameuse prime de partage de la valeur qui a eu post-Covid. C'est ce qu'on appelait la prime Macron, que nous on appelait la prime patron. Et donc cette prime Macron, en fait, elle avait un avantage, c'est elle était hyper simple à mettre en œuvre, et 2, elle était défiscalisée, désocialisée, c'est-à-dire qu'on ne payait pas de charges. Et elle était au bon vouloir des entreprises. Elle était au bon vouloir des entreprises. 700 €, je crois, en moyenne pour les salariés qui l'ont touché. Et les salariés qui l'ont touché étaient très contents, les entreprises qui ont pu le faire étaient très contentes de pouvoir le faire, et c'était sans charge. Et en fait, c'est autour de ça que ça va discuter. C'est de se dire, si on veut démocratiser, généraliser du partage de la valeur, à un moment donné, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la pérennité, de la visibilité de l'entreprise devant elle. Les donc, il faut le rendre simple. Là aussi, la prime, elle est défiscalisée, et donc c'est aussi des ressources en moins pour l'assurance maladie. Et donc, en fait, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire qu'on allège des charges, il n'y a pas de cotisation. Mais alors, à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on donne plus pour la collectivité ou pour les salariés ? Et le salarié qui reçoit 700 € net et qui n'est pas imposé et l'entreprise pas fiscalisée, je crois que les deux parties sont assez heureuses. Dominique Carlac, est-ce qu'il y aura un accord
cette semaine? Je ne saurais Vous pas êtes vous le dire. confiante sur la Je sais pas vous le possibilité dire. d'un accord? Ce que je sens, c'est qu'en fait, chacun va avoir des propositions et la dernière ligne droite, c'est de discuter de chacun des propositions des uns et des autres. FO, la CFDT, le MEDEF ont fait des propositions. J'espère qu'on va pouvoir atterrir. Et ça veut dire, est-ce que les Français auront du pouvoir d'achat en plus? C'est ça la question. C'est l'enjeu. Alors, il y a les négociations annuelles sur les salaires et puis il y a cette prime. Si on va vraiment sur cette généralisation, notamment de la prime de partage de la valeur défiscalisée, désocialisée, je pense que ça peut être dans l'intérêt de toutes les Et parties. d'ici quand? D'ici combien de temps? Là, les négociations ont lieu encore cette semaine, Ouais. donc on espère Elles que sont ça sans cesse sera, repoussées. on espère que ça sera au premier trimestre. Dominique Carlac, début juillet, le MEDEF change de président. Alors il y a une règle. Toute déclaration de candidature avant le 6 mars est éliminatoire. Je ne vous demande donc pas si vous êtes candidate, je vous demande si vous souhaitez qu'une femme soit candidate à la présidence du MEDEF. Je dirais que je vais rester dans la ligne des règles de notre organisation. Il y a une charte qui a été établie justement pour continuer à travailler et on vient de parler d'un sujet plus que sérieux, il faut continuer à travailler. Donc parler, je dirais, des règles, voilà, à partir de mars, il y aura des candidats. Parce que je pense c'est qu'il faut qu'il y ait de bons candidats. Hommes-femmes, est-ce que c'est la question? Il faut qu'il y ait de bons candidats qui représentent les chefs d'entreprise à partir de 2023. Dernière chose, Dominique Carlac, vous êtes aussi une ancienne athlète et d'ailleurs vice-présidente de la Fédération d'athlétisme. Quel regard vous portez sur le combat de la navigatrice Clarisse Kremer, écartée de son sponsor Banque Populaire? Elle estime qu'elle est pénalisée parce qu'elle a fait un enfant l'an dernier. Oui. Et c'est vrai que les règles pour la participation au Vendée Globe ont changé Oui. et pénalisent donc les navigatrices qui font des enfants. Ouais, le regard que je porte, il est comme sur le reste de la société. C'est encore une fois une question de performance et de compétence et pas une question de genre. La performance et la compétence, particulièrement dans le sport. Donc c'est vraiment le sujet du mouvement sportif du moment, de se dire quelle est la place des femmes et le traitement fait aux femmes dans le mouvement sportif. J'ai pas à Et là, quel commenter- traitement est fait selon vous à j'ai- Clarisse Kremer? j'ai- Elle est victime de quelque chose? Pour le coup, j'ai pas à commenter ce cas spécifique. Je pense qu'il y a une situation de la carrière d'une athlète et la situation d'un sponsor qui est à régler entre eux. Mais en revanche, ce qu'il faut vraiment traiter, c'est... Moi, je vais vous dire, je sponsorise une athlète qui va faire 7 fois les Jeux, qui a déjà 2 enfants, qui s'appelle Mélina Robert-Michon. Et je suis fier de le faire Et qui en s'est tant que exprimée PME. en Je suis soutien à fier de Clarisse le Kremer. faire en tant que PME, de me dire que j'accompagne la performance d'une athlète qui est aussi une femme. Voilà. Après, je ne vais pas me positionner sur un cas spécifique. Dominique Carlac, merci beaucoup, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, invitée ce matin du 8h30 France Info.